4 invités, Nicolas Madeleine, qui ont évidemment le sourire. Parce que le documentaire a le vent en poupe, je le disais à l'instant. Voilà, on va le vérifier justement. Ma première question, ça va être de demander à notre panel si l'âge d'or du documentaire, c'est plus qu'un mot, ça se matérialise vraiment. Est-ce que c'est pas un effet d'optique Peut-être que Catherine Alvarez pourrait commencer pour répondre à cette question. Au risque d'en décevoir certains, je pense que c'est le bon terme, c'est plutôt un effet d'optique. Moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait un âge d'or du documentaire en ce moment. Je pense plutôt, si je veux un peu lancer le débat, qu'il y a un âge d'or des contenus, toutes sortes de contenus, aidés par notamment les plateformes. Donc on est dans cet âge d'or, mais pas spécifiquement. Et donc le documentaire, nécessairement, fait partie de ce mouvement. Mais plus spécifiquement parlant, je ne pense pas qu'il y ait un âge d'or du documentaire. Avant que vous détruisiez le thème de la discussion, je voudrais quand même dire qu'il y a de plus en plus de documentaires qui font événement, que ce soit sur Netflix avec Soupçon, mais aussi il y a eu 2 documentaires qui ont fait de très bonnes audiences sur TF1. Il y a une série qui arrive sur M6 avec l'affaire Grégory en plusieurs épisodes. Sur France 3. On a quand même l'impression qu'il y a plus d'initiatives, on ose plus. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique? Est-ce que c'est seulement la façade? Ou est-ce que ça concerne un segment qui se développe effectivement, le documentaire un peu événement, et le reste, c'est toujours difficile, ça reste pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Quand je disais effet d'optique, c'est que je pense vraiment que c'est l'âge d'or quand je dis des contenus en général, et qu'en effet, le documentaire en fait partie, et le documentaire événement essentiellement. Alors quand on retrouve bien sûr des documentaires maintenant sur TF1 ou sur M6, ce sont à chaque fois, c'est simplement qu'on est dans le récit du réel, et que maintenant toute forme de récit, on retrouve ça absolument partout. En revanche, quand je dis que ce n'est pas l'âge d'or, c'est qu'on est en tous les cas en France, je ne me passe pas d'un point de vue mondial. Aujourd'hui, c'est quand même très difficile de financer le documentaire. La diversité du documentaire, il y a un certain type de documentaire en effet qui a son âge d'or. On parle de l'affaire Grégory, le true crime. Merci Netflix pour ça. Et donc elle nous a envahis, par exemple, les séries. Mais en revanche, financer aujourd'hui du documentaire dans toute sa diversité, c'est très difficile, et ça reste très difficile pour la communauté des documentaristes. Ok, on y reviendra. Fabrice Puchot d'Arte, vous me disiez qu'il y avait de plus en plus quand même de documentaires qui sortaient en salle, qui avaient donc un appétit pour ça. Est-ce que vous pourriez développer ? Oui, je pense, comme à vrai dire, je suis assez d'accord avec Catherine sur la notion d'effet d'optique. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'intervenants qu'auparavant. C'est ça la grande nouvelle. C'est effectivement, c'est que nous, les diffuseurs historiques, allais-je dire, nous ne sommes plus seuls. Ça ne veut pas dire que nous sommes les anciens et qu'il y a les nouveaux. Notre horizon, nous-mêmes, est de toute façon, Arte est un média digital dans toute son acception et pour toutes les plateformes. Et pour en venir à votre question sur le cinéma, effectivement, il y a aujourd'hui 120 films documentaires qui sortent en salle en France, ce qui est un chiffre très important, quasiment unique au monde. Ceci grâce à notre système d'aide, et il y a des documentaires qui se comportent très bien en salle. C'est vrai que là aussi il y a une prime un peu aux documentaires événements. Je pense au film de Luc Jacquet, ou au Mistral gagnant soutenu par Arte, ou à Visage Village aussi soutenu par Arte. Ce sont les 3 films qui ont fait le plus d'entrées, et donc on a la sensation que le documentaire est un peu partout, et c'est vrai. Et en plus de ça, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'il n'y a pas que les grandes plateformes Netflix et Amazon, il y a aussi alors je ne sais pas si c'est le bon mot, les pure players, enfin ceux qui existent d'abord en numérique, qui apportent leur contribution. Donc il y a une présence des images du réel et des récits du réel qui est plus forte qu'avant. Ça, c'est vrai. Maintenant, nous n'avons pas de chiffres, à part ceux justement générés par le système d'aide, c'est-à-dire nous n'avons pas de chiffres ni sur Netflix ni sur Amazon. On connaît un peu mieux parce qu'on le voit mieux, et plus parce que ce sont des systèmes ouverts, ce qui se fait par exemple sur Spicy, mais sur des systèmes aussi bloqués et fermés qu'Amazon et Netflix, nous ne savons pas, en fait. En revanche, vous avez les audiences, Catherine et Fabrice. Qu'est-ce que vous remarquez sur les audiences de ces documentaires événements et les audiences du documentaire en général ? À la télévision, donc, avant de passer un peu aux plateformes.
les audiences en général de la télévision, comme dit Fabrice, historique, clairement, les audiences sont moins fortes parce que justement, il y a une pluralité, ça on le sait tous aujourd'hui, d'offres. Donc nos audiences sont largement effritées. Sur le documentaire événement, c'est vrai que, mais ça fait longtemps quand même qu'aujourd'hui France Télévisions s'était engagé comme Arte dans par exemple, documentaires prime time. On voit qu'on arrive à rassembler quand justement c'est de l'événement, qu'on arrive à rassembler très fortement, mais on rassemble toujours moins que la fiction, par exemple. Ça ressemble à quoi en millions de téléspectateurs ou en part d'audience? Tout dépend. Nous, on est très heureux quand... Alors, il y a différents types de documentaires événements. Dès lors que c'est des documentaires, par exemple, notre dernier grand documentaire événement, c'est une série, c'est l'histoire d'une nation. La première soirée, on est heureux parce qu'on a fait 2,8 millions de téléspectateurs pour un prime time, pour quelque chose de très exigeant. Après, il y a aussi d'autres formes de documentaires. Ça se compare à combien par rapport à une fiction? Une fiction, quand on est heureux, on peut être jusqu'à pratiquement 8 millions, 10 millions. Non, c'est 4 millions au moins pour une fiction. En revanche, il y a tout type de documentaires. On a aussi des documentaires, ce qu'on appelle incarnés, qu'on revendique aussi à France Télévisions, comme par exemple Rendez-vous un terrain inconnu. Là, on est dans quelque chose, bien sûr, de beaucoup plus fort en termes de nombre de téléspectateurs et de part d'audience. Aussi, ce qui est la force du documentaire, et en tous les cas, on en voit partout, et ça c'est génial, c'est que le documentaire, c'est protéiforme. Et c'est ça qui est aujourd'hui, grâce à l'offre très variée, on peut avoir tout type de documentaire sur les différents écrans. C'est pour ça que je pense que, pour recentrer un peu le débat sur le nouvel âge du documentaire, il y a deux aspects. Il y a l'aspect quanti, effectivement le volume, ainsi de suite, les audiences, puis il y a l'aspect quali. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'aujourd'hui, j'ai regardé récemment la série doc sur les coulisses du New York Times sur Arte. C'est hyper intéressant parce que ça renouvelle la forme, ça emprunte au code de la fiction. 4 fois 52 minutes, ouais, c'est ça? C'est juste remarquable. Il faut aller voir Wild Wild Country sur Netflix, là aussi, qui renouvelle le genre, travail formidable sur un gourou indien qui décide d'installer sa communauté à Portland, dans l'Oregon, dans un village de 300 personnes, c'est dingue. Et là, je trouve et par ailleurs, la troisième chose, moi, qui m'intéresse, et je le vois dans la salle, c'est que nous, on doit recevoir, nous sommes tout petits, c'est pas ici, mais on doit recevoir entre 20 et 30 propositions par semaine d'une nouvelle génération de documentaristes. Alors, les Américains appellent ça du non-fiction. Je pense que d'ailleurs, documentaire traîne un peu quand même comment dirais-je, une inception un peu ancienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, Catherine, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ça prend des formes complètement différentes. Nous, par exemple, on n'a pas de format. Le documentaire vaut son histoire. Ça vaut 13 minutes, ça fait 13 minutes, 27 minutes. On peut le chanter, on peut le rapper, on peut le tourner avec plein de supports, on peut commencer à le raconter sur Twitter, le continuer sur les réseaux, puis ensuite en télé. Donc je trouve que le titre n'est pas complètement anodin. Le nouvel âge d'or, en tout cas, on aurait pu craindre avec l'arrivée des plateformes comme Netflix notamment, que le documentaire soit balayé, soit devenu un sous-genre. Je trouve qu'au contraire, il y a plein d'exemples sur France Télé, sur Arte et même sur TF1. On l'a vu le doc avec Macron, on l'a vu le doc avec l'équipe de France. Produite par Justine, ici. Qui dans la forme d'ailleurs était hyper intéressant, je trouve, formellement. Et moi je suis plutôt optimiste. Encore une fois, je vous dis, nous, la moyenne d'âge de nos réalisateurs qui partent sur le terrain, des terrains extrêmement compliqués, en RDC, en Syrie, ainsi de suite, ils ont entre 25 et 28 ans. Ils ont une forte envie de raconter le monde à leur manière. Et je trouve qu'en cela, je ne sais pas si on va vers un nouvel âge d'or documentaire, il faut quand même apprendre à les décorseter, essayer de ne pas faire ce que faisaient leurs aînés, bousculer un peu nos convictions, nos certitudes, mais on le voit, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Et moi, je suis plutôt optimiste. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que sinon, ça veut dire que Spicy, on ne gagnera jamais d'argent. Ouais, justement, on n'est pas pessimiste non plus. Antoine, justement, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Spicy? Parce que les gens connaissent bien les chaînes de télévision, Arte et de France Télévisions. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça marche, quel type de documentaire, et puis quel public vous avez, et quels moyens ça vous donne pour financer des documentaires? Donc là, c'est le moment un peu plus promo, voilà. Tant mieux. Spicy, pourquoi Spicy? Parce qu'on a décidé de pimenter l'entertainment avec un constat qui est assez simple. Moi, j'ai travaillé de très longues années en télévision. J'adore ce média. Et nous, on a un média de complément. Moi, je déteste la division entre les nouveaux et les anciens. C'est le même écran, on fait le même métier. On s'adresse à des publics effectivement un petit peu différents. Et moi, il était important,
à mon âge, que je suis un vieux producteur, d'aller sur le digital parce que y a un truc que je n'aime pas, c'est l'algorithme, hein, celui qui préfigure à l'avance de ce que vous allez aimer. Ça, c'est assez effrayant. Et surtout que je me suis rendu compte assez tôt que ce sont les Américains, alors j'aime bien Bob Dylan, mais je n'aime pas trop Trump, et qui sont présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur, les tuyaux, la data, les contenus. Et on s'est dit, dans le monde du haut, celui de la télévision, même si France Télé, Arte, ils sont en train d'investir aussi le monde du digital, on le voit avec Salto et avec Arte Créative, mais on se disait que c'était une nécessité impérieuse pour nous d'aller, nous qui étions en responsabilité, d'aller ranger un peu la chambre du digital, qui était un peu le bordel, entre le porno, les conspis, ainsi de suite, ainsi de suite. On s'est dit que ça serait bien qu'on aille y jeter un œil. Donc on a décidé de créer cette plateforme qui est un petit Netflix du documentaire, et en se disant que ça fait 3 ans qu'on existe, et on va être en expérimentation permanente. Voilà, on va tout tenter, tout essayer. Alors, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et en plus, dans une logique qui est un peu différente de celui de la télévision, on était dans une logique d'imposition. Moi, te demande de venir regarder mon programme alors que je souhaite, même sur ordi, s'il y a le replay. Là, sur le digital, c'est complètement différent puisque c'est les gens qui vont regarder quand ils veulent, où ils veulent, sur le média qu'ils veulent. Voilà. Et la troisième chose, c'est que pour des raisons qui sont propres à ceux de la télévision, l'international était un petit peu délaissé. La télévision s'est recentrée sur des projets plus domestiques. Et donc, nous, on s'est dit, putain, c'est quand même bizarre, parce qu'aujourd'hui, les vraies stars sont Trump, on le voit, Erdogan, Khashoggi, ainsi de suite. Il se passe plein de choses. Moi, j'ai 2 filles qui déjà parlent un peu anglais, font un peu du chinois à l'école. Donc, on s'est dit, tiens, et si on en profitait de ce média, qui aujourd'hui, c'est assez simple. Avant, il fallait des gros moyens, un satellite, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec un VPN ouvert, on peut être partout à travers le monde. Puis, c'est aussi une question de modèle économique, parce que créer un média sur un marché français aujourd'hui, pour le financer, vous en parlez tout à l'heure, c'est pas simple. Alors pour la petite histoire, c'est pas ici, on a produit aujourd'hui 140 heures à peu près de doc, et on en voit en télé, puisqu'on était la semaine... Exactement, France Télévisions en a acheté, et on était sur Arte pour un doc sur Trump. Parce que voilà, encore une fois, c'est une opportunité qu'on a saisie, on a vite soulevé le capot du digital, on a vu Cambridge Analytica, et du coup on en a fait un documentaire que Arte a eu la gentillesse de mettre en avant, et moi j'adore ça. C'est pas très court en France de jouer la complémentarité entre des petits médias pure players et des grosses institutions qui sont extrêmement importantes. On le fait beaucoup en Angleterre, en France on a plutôt tendance à rester un peu dans notre précaré, et ça c'est quand même un bel exemple de complémentarité. Donc vous diversifiez les revenus des abonnés en vendant les programmes aux chaînes, d'accord. Voilà. Et vous arrivez à avoir des budgets comparables? On est très transparent, on n'est pas comme Netflix. Et d'ailleurs, je paye mes impôts en France. Non, mais c'est bien. C'est extrêmement important. Je paye mes impôts en France. Netflix, ils sont à Amsterdam, ils sont à Londres. Amsterdam a le sandwich fiscal. Nous, moi, on s'est mis 2 ans au chômage, j'ai 15 salariés qu'on a payés. On n'est pas comme Vice, on n'a pas pris 30 stagiaires quand on a lancé... Non, mais c'est très bien, la politique du cool. Hein, la théorie des 22 ans, 22 000 euros, 22 heures par jour. Le modèle social, nous, on s'est dit, pourquoi on était sur abonnement? Parce qu'on veut redonner de la valeur à ce métier, payer les gens. Alors, on les paye à notre manière. Nous, un documentaire, un 52, c'est entre 20 et 25 000 euros ou 25 000 dollars. Avec évidemment les contraintes qui ne sont pas celles de la télé. Les gens peuvent monter chez eux s'ils le souhaitent, mais on les accompagne évidemment éditorialement, nous, énormément, et on leur donne peut-être une plus grande liberté, un petit peu moins de formatage pour rentrer dans des cases de diffusion. Mais voilà. Fabrice, Je voudrais juste intervenir sur le formatage parce que c'est intéressant. Effectivement, on parle beaucoup de documentaires extrêmement formatés qui doivent rentrer dans des cases. Et je pense que le nouvel âge d'or du documentaire, c'est aussi, et c'est un peu ce que tu disais, c'est la possibilité d'inventer de nouveaux contenus avec des mises en images, des mises en écriture différentes. Et alors, je vais faire référence à un documentaire que j'ai produit effectivement il n'y a pas longtemps, qui est un documentaire sur les coulisses de la victoire d'Emmanuel Macron. On a tourné pendant 1 an durant sa campagne. Et en fait, là, on sortait de toutes les cases. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de commentaires. Il y avait une musique qui était inspirée de Birdman avec une batterie incessante, qui n'est pas du tout le genre de musique qu'on a l'habitude de trouver comme ça sur les documentaires. Et puis, il y avait un format à la striptease avec un suivi, une forme de narration qui n'est pas hyper novatrice, puisque striptease l'avait fait avant, mais qu'on voyait moins dans les formats de cases documentaires. Alors, il se trouve que... En plus, j'étais sur un sujet qui n'était pas évident, puisqu'Emmanuel Macron, 1 an avant l'élection présidentielle, personne ne le présentait président. En tout cas, il y avait des petites choses, mais ici et là, mais pas tant. Et moi, quand j'ai été voir les diffuseurs pour leur vendre ce documentaire,
Mais c'est vrai que le fait que ça sorte du format de case, c'était quelque chose qui était compliqué à appréhender, ce que je peux entendre. Et puis, au fur et à mesure de mes différentes visites chez France Télé, voilà, principalement, et Arte aussi, je dois l'avouer, j'ai fini chez TF1. Et c'est là où je me dis, en fait, le nouvel âge d'or, c'est aussi ça. C'est pouvoir se dire qu'à un moment donné, un diffuseur comme TF1, qui n'a pas du tout l'habitude de diffuser du documentaire, peut avoir un peu l'audace peut-être de mettre un documentaire en prime time avec une écriture, un sujet politique, alors qu'on disait que la politique n'intéressait personne, et de pouvoir effectivement amener 6 millions de téléspectateurs. Donc pour moi, c'est ça le nouvel âge d'or du documentaire. Et TF1 l'a accepté à quel moment? Bon, alors, ils ont pas. Il y a une prise de risque, mais il n'y a pas une énorme prise de risque. Sondages, Non, 30 jours. Alors oui, 30 jours avant le second tour. Donc il y a une prise de risque quand même, parce que du documentaire sur TF1 en prime time, il n'y a pas d'évidence. Néanmoins, on savait quand même qu'il allait devenir président. Donc, vous avez une expérience un peu ambivalente. À la fois, vous n'avez pas réussi à placer votre programme, et en même temps, il a été pris par TF1 pendant de longs mois, d'ailleurs, qui était difficile, je crois, financièrement pour vous. Difficile pas au niveau personnel, mais il faut soutenir une production. Ouais. Et TF1 l'a prise, ce qui est surprenant, mais est-ce que, à votre avis, le fait que ça ait marché ouvre des portes? Quelle est votre expérience aujourd'hui de l'ouverture à des formats peut-être plus originaux ou des nouveaux formats des chaînes de télévision? Alors, là où j'ai eu de la chance, c'est que je suis dans une société de production qui produit des émissions de flux aussi, notamment C'est à vous, voilà, une quotidienne, etc. Et donc, qui nous permet, nous, d'avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir engager à nos propres frais une production de documentaire, ce qui a été le cas avec le documentaire sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, on a autoproduit le documentaire, et ce, durant 9 mois. Mais ça, nous, on peut se permettre de le faire, là où d'autres producteurs, plus petits, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est des frais qui sont quand même assez conséquents. Et sur l'ouverture des chaînes aujourd'hui, est-ce que ça a changé en 1 an, en 2 ans? Ça change, oui, bien sûr, ouais. Ça change quand on voit que le documentaire sur l'équipe de France a été lui aussi diffusé en prime time, sur une écriture un peu similaire à celle de Macron, avec effectivement un format très à la striptease, sans forcément de commentaires. Là, ils ont osé une fois de plus. Quand on voit la prise de risque de France Télé à imposer aussi des documentaires en prime time et sur des thématiques et des sujets pas forcément non plus évidents. Et oui, c'est une prise de risque. Et puis après, effectivement, le rôle d'Arte là-dedans est extrêmement important, puisque je trouve qu'Arte aujourd'hui est la seule chaîne qui arrive à imposer des formats différents, avec des écritures différentes, faire confiance à des réalisateurs plus jeunes, peut-être moins expérimentés, sur des sujets aussi extrêmement compliqués. Alors, j'ai un documentaire en ce moment dont je finis la production pour Arte, et c'est intéressant parce que c'est un documentaire sur le handicap. Alors, le handicap, c'est quand même le sujet, dit-on, le moins sexy pour un diffuseur. Et Arte... On a très bien marché avec le handicap, hein. Lève-toi et marche. Meilleure audience. Voilà. C'est notre rédacteur en chef, Mathieu Firmin, le premier jour de la création de Spicy, il a eu une hémorragie cérébrale à la moelle épinière, et en fait, on lui a dit « tu ne marcheras plus jamais ». Et on parlait de format tout à l'heure, pendant que j'étais en train de parler avec sa femme et son enfant, et avec le médecin, on va lui dire il ne marchera plus. Il a pris son téléphone, et en pleurant, il a dit « je remarcherai ». Il en a fait un documentaire que vous avez pris, qui a été un carton. Donc on est capable d'aller sur des thématiques comme ça quand on invente des formats. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça, le rôle de France Télé et d'Arte est primordial, puisque ni TF1 ni M6 n'irait sur ce genre de sujet. Les documentaires événementiels qu'on peut voir sur TF1 et sur M6, c'est le sport et c'est les grands événements. Il faut avoir une exclusivité type, effectivement, la présidentielle. Donc ces sujets-là, qui sont vraiment véritablement des documentaires d'auteurs, sont portés par Arte et France Télé de manière très audacieuse. Et je pense qu'il faut du panache, un peu, quand on est producteur, pour aller soutenir effectivement ce genre de sujet, ces jeunes réalisateurs. Et il faut de l'audace aussi de la part du diffuseur pour les acheter. Voilà.
Juste une chose sur la diversité, parce qu'on parle de formatage, de commentaires. Moi, je me souviens jamais, ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'étais à France 2 avant, j'ai jamais imposé de ma vie un commentaire. Ça, c'est une image un peu fausse et un peu faciale du documentaire à la télévision, parce qu'elle n'existe pas vraiment sur la case infrarouge. La moitié de la programmation de la case infrarouge était sans commentaire. Et sur Oui, la Arte, case c'est à peu infrarouge. près pareil. Oui, mais on parle de choses réelles, donc... Là-dessus, TF1 et M6, je m'excuse, sont un peu suivistes et se saisissent de quelques petites choses pour faire image de temps en temps. Ce qui est important de se dire, c'est qu'effectivement, on n'est plus seul. Les diffuseurs ne sont plus seuls et qu'on ne va pas regretter le réel. C'est bien, en fait, que nous ne soyons plus seuls. Ça offre des possibilités. Comme vous le disiez, on peut commencer un documentaire sur le net, le conduire à la télévision, etc. Maintenant, la télévision n'est plus la télévision. Par exemple, nous, Arte, on ne se pense plus comme une chaîne de télévision linéaire. On se pense comme un média digital qui s'exprime sur toutes les plateformes, de YouTube au cinéma, en passant par les livres, la télévision dite linéaire, avec un emploi du temps, une programmation imposée, et la télévision non linéaire. Mais énormément de podcasts, même il me semble que c'est une petite invention d'Arte Radio, les podcasts. Et donc on se trouve dans cette vision qui est celle de la distribution de nos programmes. Partout où se trouvent les gens, et n'importe quelle heure. Un de nos slogans, c'est ouverture permanente. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le rideau est ouvert en permanence. En plusieurs langues. Voilà, et en plusieurs langues, puisque effectivement Arte parle maintenant en 6 langues, en anglais, en espagnol, en allemand, en français, en tchèque, en polonais, en italien, c'est-à-dire quasiment toutes les langues de l'Europe et une grande partie des langues mondiales. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, nous, l'important, c'est justement la diversité des formes. Il y a toutes les cases sur Arte. On a des cases de 26, mais on a aussi des cases extrêmement longues. En salle actuellement, et ce n'est pas la première fois qu'on le fait, il y a un film de 8 heures, le film de Wang Bing sur les goulags chinois. Mais on fait aussi dans la lucarne des formats de 40 minutes, ou de 57, ou de 1h20. On a des documentaires en prime time toutes les semaines. Et effectivement, le renouvellement des formes est un enjeu central. Par exemple, ça fait un certain nombre d'années, mais le dernier exemple, c'est les routes de l'esclavage. On mélange l'animation, l'histoire, les archives, l'iconographie, les images du réel, et avec ça, on fait une série de 4x52 minutes. C'est vrai que vous, en particulier, vous avez peut-être des raisons d'être énervé que... Non, pas énervé du tout. On est content de cette diversité. Maintenant, la seule chose qui peut nous faire souci, c'est de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Netflix et Amazon, par exemple, effectivement, produisent des choses, amènent de l'argent, font vivre l'industrie, et c'est très bien comme ça. Ils achètent beaucoup quand même. Hein. Ils achètent beaucoup. Ils achètent beaucoup. Et nous n'avons pas de chiffres. Donc attention en aux effets réels. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est je voudrais juste poursuivre. Mais ce qui est important, c'est que nous ne nous battons pas pour les mêmes choses. Eux, c'est une économie de l'attention. Ils se battent pour vous garder sur la plateforme de façon close. C'est comme Facebook. C'est vrai que Ted Sarandos disait que son seul concurrent, c'est l'un des patrons informatiques, c'est le sommeil. Voilà, donc c'est ça l'idée. Nous, évidemment, nous battons pour autre chose. On se bat pour des voix singulières. Je pense que tous, on dirait la même chose ici. On se bat aussi pour amener des jeunes réalisateurs. Il y a une jeune garde et effectivement, on travaille avec elle. Je pense qu'on se bat aussi pour faire exister le village global. Ce que vous disiez tout à l'heure, les diffuseurs se sont recentrés sur le local, sur la France. Pour Arte, c'est le contraire de sa politique éditoriale. On travaille avec des réalisateurs chinois, des réalisateurs congolais, des réalisateurs du Moyen-Orient. Et c'est important d'apporter le monde sur l'ensemble de ces plateformes. Parce que sur Netflix et Amazon, le moteur va vous recommander toujours les mêmes choses. Et en fait, quand on regarde ce qui peut apparaître de leur fréquentation, de leurs audiences, entre guillemets, eh bien, les gens regardent toujours la même chose. Tandis que notre idée à nous, c'est d'ouvrir, ouvrir, ouvrir. C'est ça le motto. L'éthos fondamental du digital, pour nous, c'est le village global. Et ce ne sont pas les plateformes les plus connues qui créent ce village global. C'est bien plus sur les médias en tant que tels qui se pensent avec, je m'excuse, une volonté de service public, et c'est très important, de contribuer à la démocratie par cette diversité de points de vue. Chose que ne feront jamais Netflix et Amazon. Juste à propos de village mondial, c'est quand même une des premières plateformes qui arrive à faire voyager des contenus non anglo-saxons
partout dans le monde. Donc, en fait, est-ce qu'il n'y a pas deux aspects chez Netflix, peut-être une uniformisation, mais aussi des chances à des contenus créés dans d'autres langues d'exister ailleurs, et quand même une certaine inventivité dans les formats. Enfin, je sais pas. Justine, vous avez. Ce ne sont pas des formes qu'ils inventent. La série existe avant Netflix. Ils s'en servent parce que C'est c'est leur laisser une modèle liberté, économique. peut-être. Ça, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, la liberté, elle existe. Elle existait d'ores et déjà. Ce serait un mauvais procès que de dire « Ouh là là, avant c'était fermé et oclus et totalement rétréci. Et puis, grâce à Netflix, tout d'un coup, la liberté arrive. » Je ne parle que de la majorité de ce qu'on voit. La majorité Netflix, de ce qu'on voit n'est pas si Je libre. pense que c'est un faux débat. Netflix, la révolution Netflix, c'est quoi? C'est l'usage. C'est pas, il n'y a pas de révolution du contenu. C'est là où je pense qu'il y a un faux débat. C'est que la révolution de Netflix, et d'ailleurs... Quand même. Non, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. En Dans documentaire, la série. je me permets, en documentaire, ce qu'ils ont... déjà sur le contenu global, ou en documentaire, déjà les contenus étrangers, ils sont achetés, ils ne sont pas créés par Netflix. Alors on peut prendre par exemple l'exemple des frères Naudet qui ont fait leurs 3 heures. Netflix, moi j'ai eu des chiffres, pour eux ça n'a absolument pas fonctionné. Donc c'est quand même, de toute façon, le moteur de Netflix. Comment est né Netflix au début? D'acheter, d'assécher aussi beaucoup le marché. Quand ils produisent, ils prennent quand même 100% des droits aux producteurs, ils prennent le monde. Donc c'est quand même Et je pense vraiment que la révolution Netflix, qui est très intéressante pour nous, parce que regardez, France Télévisions, on est en pleine transformation, parce qu'il y a eu cette révolution-là, et qu'on ne peut plus ignorer, c'est la révolution de l'usage. Et c'est pour ça que je pense qu'on est à l'âge d'or des contenus en général. C'est qu'aujourd'hui, et moi je trouve ça formidable, c'est que plein de publics qui avant, aujourd'hui, regardent tout type de contenu, mais simplement veulent les regarder quand ils veulent. Voilà, c'est toute la difficulté du linéaire aujourd'hui. Mais la vraie révolution, c'est l'usage. Alors, juste, je voudrais ajouter une petite chose, que donc je produis, et la vraie problématique, elle est surtout financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Netflix nous permet, à nous, producteurs français, de pouvoir soit boucler des financements sur des documentaires très ambitieux, soit carrément aller aussi sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets qui seraient pris par les chaînes françaises, notamment des sujets internationaux, parce que c'est plus compliqué à vendre, les sujets internationaux. La problématique aujourd'hui du financement concernant les documentaires, elle est hyper importante et extrêmement fragile. Quand je vois l'âge d'or du documentaire, c'est vrai qu'en termes de contenu, il y a un âge d'or, il y a un renouveau, il se passe quelque chose. En termes de financement, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CNC, qui est toujours là pour aider les documentaires, et j'espère qu'ils vont rester là longtemps, mais il y a quand même une aide qui se tarit d'année en année. Ils disent que maintenant ils appliquent les critères, notamment sur les documentaires de création originale. Alors bien sûr, les documentaires de création originale, les documentaires dits incarnés. Je parlais de commentaires, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a aussi une volonté à un moment donné chez les diffuseurs que de travailler sur des documentaires qui sont des formats incarnés, et ça le CNC ne les prend plus en compte. Les formats de séries, le CNC commence aujourd'hui à pointer du doigt les séries. Moi, je produis des documentaires pour des racines et des ailes. Et aujourd'hui, il y a une vraie problématique CNC. Le CNC se retire. Donc, comment on fait pour produire? Quelle est la justification? Parce que c'est une série. C'est de la série. Ah oui, c'est d'ailleurs très intéressant ce que vous dites, parce qu'en plus, le CNC... Alors, encore une fois, là, ce que vous dites tout à l'heure, Catherine, c'est très juste. Ça va très, très vite, la révolution des usages. Ça bouleverse tout un écosystème. Et le CNC a du mal, pour l'instant, à migrer, à normer un secteur sur le digital. Néanmoins, le problème du CNC, on ne va pas se mentir en télé, c'est que ça nourrit la création, mais ça nous a rendu un poil paresseux. Les modes de financement. Pas d'accord du tout. Moi, je trouve que ça nous a rendu un poil paresseux sur la manière de budgéter ainsi de suite, et notamment sur les critères qu'il fallait appliquer pour rentrer dans les cases du CNC, de la fameuse bonification. Là où, à un moment donné, Netflix, alors ils ont 27 milliards de dettes, ils font les malins, mais enfin, c'est pas une boîte. Encore une fois, Twitter perd du pognon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin bon, ils perdent de l'argent, mais eux, ils se sont affranchis de tout ça. Parce qu'ils le peuvent. Exactement. Donc, ils sont affranchis de tout ça, ils ne rentrent pas dans les cases. Et à un moment donné, quand ils font le doc sur Dr. Dre et I Love In, Defiant Ones,
ils peuvent s'affranchir de tout. De toute façon, ils s'en foutent, ils n'ont pas rentré dans les critères. Et donc, ils peuvent jouer avec le matériau éditorial beaucoup plus que nous, on aurait pu le faire, moi, quand j'étais à la télé à l'époque, pour rentrer dans les cases du CNC, qui est quand même aujourd'hui, peut-être que je me trompe parce que le Troisième Œil est une boîte qui marche très bien, mais souvent pour des petits producteurs, moi j'en connais beaucoup avec qui on travaille, on commence à coproduire avec des petits producteurs, souvent le CNC, c'est la rentabilité. Enfin, en tout cas, Non, ça, c'est pas vrai. c'est souvent le CNC, ça leur permet d'aller au bout du film. D'aller au bout du Si film. je puis me permettre. Il y a quand même, là aussi, effet d'optique. Il se trouve qu'en Europe, la France est un des plus gros, voire le plus gros producteur de documentaires avec l'Angleterre. Hein, en Europe continentale, le plus gros. Et on le doit aussi au système d'aide. Il est extrêmement important, malgré tout, la nouvelle directive européenne qui oblige les plateformes à contribuer au système d'aide est une façon de préserver la diversité. Il y a plus de salles en France qu'il n'y en a dans toute l'Europe, de salles de cinéma. Il y a plus de films documentaires qui se font en France dans une diversité absolument incroyable par rapport, là pour le coup, à tous les pays du monde, grâce à ce système d'aide. Donc, on peut, sur des aspects techniques particuliers, le critiquer, mais l'intervention publique en France dans le cinéma, la télévision et particulièrement dans le documentaire fait qu'il y a un secteur qui est le 3e poste d'export audiovisuel en France, le documentaire, et ça depuis 10 ans, et sans que Netflix n'ait besoin d'exister, qui eux ne rendent de compte qu'à leurs actionnaires et à Wall Street. Nous avons des comptes à rendre à quelqu'un d'autre. C'est les citoyens contributeurs, que ce soit le CNC ou nous, les chaînes de télévision publiques. Nous avons une mission, c'est de participer au débat démocratique. C'est une mission absolument essentielle, avec des différences, France Télévisions avec des lignes éditoriales spécifiques, nous, Arte, avec une plus grande ouverture sur effectivement l'international en permanence, etc. Néanmoins, cette mission, c'est celle de la participation au débat démocratique. La mission de Netflix, c'est la guerre de l'attention, nous faire rester le plus longtemps possible, à part quand on Oui, mais Netflix, on en a besoin aujourd'hui. Je ne dis pas, c'est ce que j'ai Non, dit mais au la début, problématique, c'est elle est très là. important C'est-à-dire qu'ils que existent, néanmoins, nous ne trouvent défendons des pas les mêmes audiences. choses. Non, c'est vrai. Et néanmoins, pour un producteur, le complément de financement que peut apporter Netflix sur un plan de financement, aujourd'hui, devient quasi imparable. C'est-à-dire que... Ouais, et c'est vrai que c'est toute la complexité, c'est quand même que Netflix parle à des clients et que nous, on parle à des publics. Donc on est quand même dans une relation qui est fondatrice. Le documentaire sur France Télévisions, c'est le genre qui fait qu'on n'est pas TF1, c'est une mission de service public, on doit faire du documentaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que dit Fabrice sur les chiffres, l'Angleterre et la France. C'est vrai que le plus gros producteur de documentaires en Europe continentale, c'est la France. Et moi, j'insiste toujours pour dire que si on compare, par exemple, on est toujours obsédé par BBC, c'est génial. BBC One, en prime time, il ne passe que de l'animalier. Nous, sur France 2, on passe de l'animalier, mais on passe aussi Histoire d'une nation. Donc je pense qu'en France, on se bat vraiment pour cette diversité. Et en effet, parce qu'on s'adresse à des publics où il y a un problème aujourd'hui, et on le sait, c'est dans les usages, c'est qu'aujourd'hui, certains publics, et notamment les jeunes publics, on n'arrive plus à leur parler. Donc on est en train de se dire, mais comment peut-on faire pour leur parler? Parce que Netflix leur parle, mais Netflix, il ne parle pas à des publics, il parle à des clients, ce qui est complètement différent. C'est une relation qui est en effet dans l'algorithme. Et nous, on doit se remettre en cause. Et le documentaire est une clé, justement, les nouvelles formes de documentaire. Mais le documentaire a toujours été... Moi, je suis d'accord avec Fabrice, le documentaire a toujours été, par essence, protéiforme. Ça a toujours été... Aujourd'hui, il faut se réinventer, mais c'est l'essence même du documentaire. Mais je trouve que ce qui est vachement... Ouais. Moins d'un quart d'heure. Il y a beaucoup de monde ici dans Studio 105. Ils ont beaucoup de questions à vous poser. Et vous aurez l'occasion d'y Non mais juste te dire un truc qui est très important, c'est que plutôt qu'essayer de courir, de sucer la roue comme on dit dans le cyclisme de Netflix, je pense que, encore une fois, un concert de Prince au Super Bowl ne sera jamais Johnny Hallyday au Stade de France. Ils ont des moyens qui ne sont pas les nôtres. En revanche, ce qui se passe ici autour de la table est super intéressant, qui est la question de l'éthique, de la responsabilité, et que c'est presque un enjeu civilisationnel. Hein. N'oublions pas qu'on a filé le clé du camion à un mec qui s'appelle Zuckerberg sur Facebook, qui a été à un moment donné un des réseaux importants des médias, et c'est quand même un mec moche qui a créé son réseau social parce qu'il n'était pas invité au boom, et qu'un jour il a décidé de changer l'algorithme, comme ça il s'est réveillé un matin pour des raisons qui lui sont propres, et donc c'est tout un écosystème média emprunté par les grands médias qui a été j'allais dire, bouleversé. Donc nous, je pense qu'on a plutôt intérêt à jouer cette carte de OK, le merdeux, attention, on fait pas n'importe quoi avec l'info, on fait pas n'importe quoi avec le documentaire, on fait pas n'importe quoi avec l'algorithme, on fait pas n'importe quoi avec la data. Hein, merci Monsieur Trump et Cambridge Analytica. Je pense que nous, si on peut redevenir le salon numérique où on cause, les Voltaire en version geek, ça sera très très bien.